Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zen Home. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie, accompagnatrice praticienne et formatrice bien-être. Vous pouvez me retrouver sur 2 autres chaînes de podcast, une des soins énergétiques et une pour les passeurs d'âme. Pour mes accompagnements, vous retrouverez plus de détails sur mon site zenhome.fr et vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir me contacter et me suivre juste en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons continuer avec le chapitre 16. Donc c'est tiré du livre 7 par l'éternelle validité de l'âme et donc c'est le tome 2 qui suit le tome 1, donc le tome 2 commence au chapitre 9. Le chapitre 16 s'appelle les systèmes, les hommes et les dieux probables. Alors je pense que cet épisode va être un peu long parce qu'effectivement en même temps que je vous partage cet épisode, j'ai encore une nouvelle compréhension qui vient. Et du coup, je voulais la partager aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Donc vous allez voir, ça a un lien avec ce qui est traité dans ce chapitre. Et donc pour ceux qui rejoignent cette chaîne de podcast et qui ne savent pas de quoi je parle, alors Seth parle, c'est une entité non incarnée qui parle à travers Jan Roberts. Et il a des discussions avec le mari de Jan et c'est le mari qui retranscrit le livre. Donc l'auteur qui est Jan Roberts, c'est pas vraiment elle qui écrit le livre, c'est plutôt Seth qui discute avec son mari. Elle n'est que le véhicule intermédiaire qui permet aux deux de pouvoir se parler. On va dire ça comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse de remonter en fait dans les épisodes, je vous invite à revenir au premier chapitre. Ça sera beaucoup plus simple que d'arriver comme ça, puisque forcément je continue dans la logique, dans la suite. Et quand je développe d'autres concepts, je me base sur les concepts qui ont déjà été développés par Seth. Donc effectivement, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez un peu vous demander de quoi je parle. Donc là, chapitre 16, je trouve qu'il est hyper intéressant encore. Donc là, il nous parle des choix multiples que l'on fait en fait dans notre vie. Donc ça peut être des exemples tout à fait bateaux, boire un café ce matin, ou un thé, ou un chocolat, ou un jus d'orange. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Est-ce que vous avez choisi de petit déjeuner avant de prendre votre douche ? Est-ce que vous avez choisi de ne pas de petit déjeuner ? Donc tout ça, ce sont des choix. Et en fait, nous, on se focalise toujours sur nos choix, les actions qu'on a choisi de faire. Et on ne prend pas en compte les choix que nous n'avons pas faits. Et donc c'est là où c'est hyper intéressant ce que Seth nous explique. C'est que là, on est focalisé sur les choix qu'on a faits, donc on imagine que c'est notre réalité et que c'est notre trame, et on n'imagine pas que les choix que nous n'avons pas faits, c'est aussi notre réalité, et que du coup, c'est effectué par une autre trame. On est focalisé sur les choix que nous avons faits, donc sur une seule réalité, une seule variable, une seule variante de la temporalité de ce qui est possible. Donc tous les choix que nous avons faits créent une ligne de temps, on va dire, mais tous les non-choix que nous n'avons pas faits existent aussi. Parce qu'une autre partie de vous aura fait ce choix-là, et du coup, c'est tout autant valide que les choix que nous avons faits. Vous me suivez ? Donc, la route qui n'a pas été prise, on a l'impression qu'il y a du non-acte, qu'elle n'existe pas, alors qu'en fait, si. Elle a tout autant de réalité, en fait, que ce qu'on a choisi de faire. Tout est valide. Dans le choix et dans le non-choix, c'est valide. Le fait de ne pas choisir, ou de choisir autrement, ou de ne pas faire l'action, c'est encore un choix, même si ce choix est inconscient. On entend bien, on fait parfois des choix en conscience. À travers ces épisodes, j'essaye de vous mener vers ces choix en conscience, mais évidemment, il y a plein de choix que l'on fait dans l'inconscient, pas de façon consciente tout le temps. Il y a les deux. Il faut envisager qu'il y a les deux. Quoi qu'il arrive, même si on essaye d'être tout le temps en conscience, il y a des choix que l'on fait ou des non-choix que l'on fait sans en avoir conscience. Par exemple, quand vous éternuez, quand vous vous grattez, tout ça, c'est pas des choix conscients que l'on fait. Vous voyez, c'est le fonctionnement du système du corps. Et du coup, c'est quand même un choix puisque le corps choisit de libérer cette énergie de cette façon, en éternuant par exemple. Et donc, on a l'impression que c'est pas un choix vraiment conscient
et que ça n'a pas vraiment d'impact, mais c'est quand même un choix qui a été fait ou un non-choix qui a été fait quelque part. Donc dans tous ces actes que l'on choisit et qu'on se focalise sur cette réalité, donc à savoir que les actes qu'on n'a pas faits, ils existent aussi. Il y a d'autres réalités qui existent aussi. Et dans ce qui est intéressant dans ça, c'est que Seth nous dit on peut du coup entrer en contact, en communication, se connecter à cette autre part de nous qui n'a pas fait ce choix, par exemple. Je vais prendre un exemple. J'ai décidé d'arrêter d'être professeur des écoles et de me lancer à mon compte. Donc j'ai fait ce choix-là. Le non-choix, ça aurait été de continuer à être professeur des écoles, à ne rien changer. Eh bien, cette réalité existe. Ce qui fait qu'il y a des moments où je peux me connecter à cette partie de moi qui est encore professeur des écoles sur une autre ligne de temps, une autre temporalité. Ce qui peut peut-être me servir à un moment T de ma vie, j'ai besoin d'une connaissance, d'une compétence de cette partie qui est professeur des écoles, par exemple. Donc, ce qu'il veut nous dire, c'est que non seulement on pouvait se connecter à d'autres vies sur d'autres temporalités dans le temps, mais du coup, on peut aussi se connecter à tous ces nous-mêmes qui avons fait ces choix, ces non-choix, et on peut même, si vous voulez, il nous dit qu'on peut même changer une situation vécue en imaginant qu'est-ce qui aurait été si on aurait fait un choix autrement. On peut le faire déjà maintenant. On n'est pas obligé d'attendre forcément d'être dans l'autre plan. On peut le faire maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne pourrez pas changer la réalité de ce qui s'est passé. C'est que vous allez juste vous connecter sur cette haute ligne de temporalité où ça s'est passé autrement. Et donc, les acteurs qui étaient avec vous lors de cette situation, eux, si dans l'inconscient, en fait, ils ne valident pas que ça s'est passé autrement, du coup, vous allez vous connecter sur cette haute ligne de temps. Alors que s'ils valident que ça s'est passé autrement, l'événement, en fait, va s'être passé autrement. C'est là la subtilité du fait qu'il y ait plusieurs acteurs. Donc, ce qui fait que vous-même, vous pouvez changer différents événements de votre vie comme ça. Donc, quand vous êtes la seule personne concernée, effectivement, vous pouvez modifier dans vos souvenirs, dans votre mémoire, cet événement vécu et vous pouvez tout à fait le valider comme quoi il a été vécu autrement. Vous pouvez tout à fait le changer. Ça n'aura pas d'impact invalidante de cet événement. Vous voyez, il aura vraiment existé de cette façon différente, quand bien même il s'était déroulé encore autrement. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc c'est toujours un concept de Seth. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je ne vous dis pas que c'est la vérité vraie, je vous explique un concept pour qu'on comprenne à quel point ce qu'on nomme réalité, en fait, est totalement illusoire. Et qu'au final, l'illusion a tout autant de réalité que ce qu'on appelle le réel. C'est pour un peu comprendre tous ces concepts-là, se dire que finalement, comment le monde est construit, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. Donc dans cette idée-là, si la situation a été vécue par plusieurs protagonistes, eh bien effectivement, l'événement se sera déroulé autrement si c'est validé de manière inconsciente par tous les protagonistes. Donc ça, quand ça se fait de manière inconsciente, si vous voulez, c'est dans les énergies. C'est pas vous allez voir les gens et leur dire « Non, mais en fait, ça s'est passé comme ça ». Si vous voulez, ça se passe sur un autre plan, et ce qui fait que vos souvenirs vont changer, et les souvenirs des personnes également. Donc vous voyez à quel point ce que l'on nomme souvenir et notre réalité est très erroné, puisque au final, c'est nous qui la modelons comme on a envie qu'elle soit. Dans tout ça, en fait, ce qui m'a donné envie de vous parler de ça, de faire cet épisode vraiment maintenant, c'est parce que j'ai lu quelque part une personne qui propose un concours pour une lecture d'âme. Et donc dans sa lecture d'âme, il y avait, vous aurez l'âge de votre âme, les relations karmiques, les liens karmiques, où est-ce que vous en êtes dans vos nombres d'incarnations, etc. Alors là, je me suis dit, l'âge de l'âme, l'âme est immortelle, donc son âge, c'est l'éternité. Comment déterminer l'âge de l'immortalité ? Donc je me dis effectivement, ça peut être possible si on s'arrête à un instant T, mais en considérant le temps linéaire sur une vie terrestre. Sinon, autrement, c'est impossible. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on s'intéresse à l'âme et à son âge,
elle est immortelle et éternelle. Donc déjà, on ne peut pas mesurer l'éternité et l'immortalité. Déjà, de fait. Si par contre, on remet ça sur un temps terrestre, alors effectivement, on va se dire, elle peut avoir tel âge. Mais, je vous dis toujours, allez-y avec prudence, parce que vous ne savez pas, dans le cycle réincarnationnel, puisque c'est ce que Seth nous avait expliqué, qu'on a un cycle réincarnationnel, donc il faut imaginer un cercle. Dans un cercle, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc comment déterminer l'âge sur quelque chose qui n'a ni début ni fin? Je me pose la question. Donc je vais prendre un exemple concret, entre guillemets, parce que vu les concepts que je développe, je ne sais pas si on peut appeler ça concret, avec du coup ma personnalité, mon âme, et une autre vie que j'ai vécue, comme ça vous donnera un petit peu l'idée de ce que je veux vous faire comprendre, la notion que j'essaye de vous faire toucher. Donc je vais utiliser des notions de temporalité, on va dire terrestre, pour qu'on puisse comprendre les choses un peu plus clairement. On prend mon âme, elle vient d'arriver. Elle est toute jeune et tout, hop, elle vient, elle fait, bon je vais faire mon choix de cycle réincarnationnel. Donc forcément, elle choisit, je suis née en 1982, elle choisit 1982, je vais faire naître la personnalité Stéphanie, et donc elle aura ça comme caractéristique. Je veux qu'elle soit quand même spirituelle, connectée au ciel, médium, qu'elle ait toutes ces capacités-là de passeur d'âme, tout ça, et puis qu'elle soit vachement dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans tout ce qui est ésotérique, que ça l'intéresse, tout ce qui est physique quantique aussi, tout ça. Je veux qu'elle soit hyper ouverte à tout ça, donc je la crée. Et donc, elle décide, ça sera mon point de départ 1. On donne une temporalité, c'est juste pour comprendre l'exemple. Je dis pas que ça s'est passé comme ça. Après, elle dit, alors je ne sais pas pourquoi pour cette vie-là j'ai cette notion de date, mais on va prendre, je vais vivre en 1513 et je serai un homme, je serai guérisseur, je serai le sorcier du village et tout ça. Et donc je choisis qui vivra plutôt de façon solitaire et donc ce sera un grand guérisseur. Et donc, il sera capable d'être guérisseur parce que, justement, la personnalité Stéphanie aura appris le Reiki Usui, toutes ces techniques, le chamanisme, tout ça. Et donc, lui, en fait, il n'aura plus besoin d'apprendre tout ça puisqu'il le saura déjà. Donc, je veux créer cette personnalité-là qui, du coup, aura ces facultés-là un peu de façon innée. Il n'aura pas besoin d'apprendre tout ça. Et donc, elle a choisi ces deux vies-là. Et donc, on va dire que pour la numéro 1, elle a choisi Stéphanie, et on va dire la numéro 47, c'est ce monsieur-là. Je prends des chiffres totalement au hasard. Et donc, elle a d'autres personnalités qui vont s'incarner, et donc elle dit, voilà, ce sera mon cycle réincarnationnel de 100 personnalités, par exemple. Elle choisit un cycle de 100, on va dire ça. Donc, du coup, vous voyez que le numéro 1, c'est Stéphanie, qui, du coup, là, vous parle en 2025. Et donc, ce monsieur, lui, il vivait en 1513. Donc, imaginons que cette personne qui veut se connecter à mon âme et essaye de calculer l'âge de mon âme, elle va regarder sur le temps linéaire terrestre et elle va voir ce monsieur en 1513 et donc cette Stéphanie née en 1982. Et donc, qu'est-ce qu'elle va en déduire ? C'est simple. Elle va dire, alors la première connexion, la première vie, c'est 1513. Et là, actuellement, elle en est à 1982. Donc, si je fais 1982 moins 1513, son âme a 469 ans. Et donc là, on est sur un temps terrestre. Seulement, si on regarde au niveau de l'âme, qu'est-ce que je vous ai dit ? Que le numéro 1 de Baby Âme, c'est 1982. Et que la 47e âme qui arrive donc dans une temporalité, je ne sais pas si on prend une moyenne de 80 ans par personne, donc fois 47, ça fait 3760 ans. Donc techniquement, l'âme aurait, au moment d'être ce monsieur en 1513, elle aurait 3760 ans. Donc, en fait, elle calcule par rapport au temps terrestre, mais est-ce que c'est le temps d'incarnation de l'âme, parce que l'âme choisit où elle veut aller sur cette ligne de temps que nous on détermine en ligne, mais le temps n'est pas linéaire. C'est ça qu'il faut comprendre.
Donc c'est un concept, hein, c'est un concept quantique, que le temps n'est pas linéaire et que tout est cyclique en fait. Il faut imaginer tout en cercle, tout est cyclique. Donc là, si vous me dites, ouais, tout est en cercle, tout est cyclique, ouais, bien sûr, il suffit juste, je reprends un autre exemple pour vous illustrer un exemple simple, les saisons. On a le printemps, ensuite l'été, l'automne, l'hiver, et ça se répète. Est-ce que vous pouvez me dire qui est le premier ? Est-ce que le premier c'est l'été ? Est-ce que c'est l'automne ? Est-ce que c'est l'hiver ou est-ce que c'est le printemps ? Où est le numéro 1 ? Voilà, c'est un cycle. C'est cyclique. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est quelque chose de cyclique. Et donc si vous voulez, le temps en fait, il est comme ça, il est de façon circulaire, tout est circulaire. Donc ça vient de concepts chamaniques, de concepts druidiques. Mais on retrouve beaucoup de cette notion de cyclique, de circulaire dans beaucoup de traditions. Donc c'est intéressant de se poser la question en fait, un peu pourquoi. Et c'est vrai que l'humain a tendance à vouloir voir les choses de façon linéaire, comme l'univers. Il s'imagine que c'est linéaire, il y a un début et une fin. Il ne peut pas envisager que c'est infini, qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin, que c'est circulaire. Pourquoi ? Parce que notre vie terrestre est linéaire. On a un temps limité. Mais si on s'éloigne de ça au niveau de l'âme, on perd toutes ces notions-là. Et ça, on a encore du mal à l'envisager. Donc voilà pourquoi je pense que c'est erroné. Son étude d'échelle de notion d'âge, d'âme est erronée, parce qu'elle ne saura pas quelle vie la personne elle a vécu en premier ou pas. Elle va s'intéresser à l'échelle terrestre. Et si jamais, en plus, après, elle dit « je peux vous donner le nombre de réincarnations », je vous le dis, c'est l'infini aussi. Pourquoi ? Parce que vous imaginez qu'à chaque choix, vous avez fait une bifurcation. Donc déjà, juste la personnalité, Stéphanie, déjà rien qu'elle, à chaque choix qu'elle a fait, il y a une ligne de temporalité. Donc je ne sais pas si vous voyez l'infini, c'est le multiverse, quoi. Donc si en plus on prend au nombre de personnalités, ça fait énormément. Donc elle va s'intéresser juste à une personnalité. Elle va se dire, il n'y a qu'une Stéphanie. Elle va se dire, il n'y a qu'une fois ce monsieur guérisseur. Alors que c'est pas forcément vrai. Et en plus, elle va s'arrêter entre, 1513 et 1982, en se disant, il y a eu d'autres réincarnations, il y en a eu 7 entre ces deux-là, et donc elle va dire, il y en a eu 7 plus ces deux-là, ça fait 9. Alors que moi, je vous ai dit, l'âme, elle avait choisi numéro 1, numéro 47 sur ce cycle de 100. Est-ce qu'après l'âme relance un autre cycle ? C'est ce que je me posais comme question. J'ai pas la réponse. Hein. D'ailleurs, dans tout, j'ai pas la réponse, j'ai pas la science infuse, je suis juste en train de vous expliquer un concept. Mais voilà pourquoi on ne peut pas quantifier ce genre de choses. Il faut sortir de ce concept de quantifier. Alors en plus, après il y avait ces histoires aussi de liens karmiques. Donc je vous l'ai dit, liens karmiques, tout ça, on est puni par une puissance divine. Ça c'est du dogme, c'est de la religion, c'est des croyances. Donc il faut avoir cette croyance, il faut avoir ce dogme en soi pour pouvoir y accorder du crédit. Ce que je n'ai pas. Donc forcément, moi, quand la personne elle dit je vais lire tous tes liens karmiques et tout ça, pourquoi il t'arrive ceci, cela dans ta vie, ça me parle pas. Donc effectivement, il faut que ça parle à quelqu'un. Donc les personnes qui peuvent se diriger comme ça vers ce type de choses qui est appelée lecture d'âme, alors j'ai du mal en plus avec cette notion de lecture d'âme, parce que du coup, si on lit vraiment l'âme, je vous dis tout de suite son âge, l'éternité. Voilà, ça va super vite, hein. J'ai pas besoin de vous dire ni plus ni moins. Et vous ne pourrez pas savoir en fait dans son cycle où elle en est et à combien de cycles elle est non plus. Est-ce qu'il y a d'autres cycles d'ailleurs ou est-ce qu'elle fait qu'un seul cycle et après elle passe à autre chose ? Parce que une fois que l'âme est créée, même, c'est comme la personnalité, même si après toutes les personnalités se réunifient en l'âme, elles ne disparaissent pas, elles font partie d'eux. Donc je vous rappelle un petit peu des épisodes d'avant où je vous avais expliqué ça. Et du coup, notre personnalité existe toujours, mais de façon différente. Donc l'âme, ça doit être pareil, au bout de plusieurs cycles et tout ça, je sais pas, une fois qu'elle en a marre de retourner 50 milliards de fois sur Terre, ou d'autres d'ailleurs mondes, elle se dit, voilà, c'est bon, j'ai appris, elle sera autre chose, elle fera partie d'autre chose. Donc quand d'ailleurs on revient à la source, on existe toujours, on fait partie de cette conscience universelle. Qu'est-ce qui a créé cette conscience universelle ? Est-ce qu'il y a un début ? Voilà, là encore, on peut se questionner. Et donc,
Vous voyez, ça a un rapport avec le chapitre que je suis en train de vous dire, puisque je suis en train de vous parler de tous ces choix et ces non-choix, que ça crée d'autres réalités. Donc ça crée des voies parallèles qui se suivent. Donc déterminer le nombre de voies parallèles qui ont été créées et donc le nombre de personnages qui ont été créés pour faire cette âme, c'est l'infini. Alors forcément, quand je lis ce genre de choses où on arrive à quantifier, on fait croire ça aux gens, pour moi, on les trompe. On est dans quelque chose d'erroné. On ne peut pas déterminer de façon aussi catégorique. Et même chose, quand quelqu'un vient lire à travers vous pour vous dire « c'est comme ça, t'as eu autant de vie, ton âme elle a tel âge, il se passe ci, il se passe ça », vous remettez votre pouvoir à l'autre. Et du coup, j'ai du mal avec ce principe-là. Je préfère que vous gardiez votre pouvoir, que vous réfléchissiez par vous-même et que vous faites vos propres expérimentations et que vous ayez vos propres questionnements pour trouver vos réponses. Autrement que d'aller chercher par l'intermédiaire de cette autre personne qui, du coup, en plus, annonce des choses un peu étranges pour une lecture d'âme. Lire l'âme, c'est pas s'arrêter à la personnalité où elle en est là à l'instant T et lui dire, t'as vécu à telle époque, t'as 469 ans. Si ça se trouve, non. Là, c'est peut-être ma première incarnation. On a l'impression que je suis hyper développée et tout ça, mais il faut pas oublier que Seth nous a dit que l'âme choisit son mode d'incarnation. Elle peut très bien avoir vécu tous les modes d'éveil possibles et imaginables, et puis se dire maintenant j'en ai marre de l'éveil, je voudrais faire l'expérimentation du rien. Et donc quand il y a l'expérimentation du rien, nous on se dit ouais, c'est une personne pas évoluée, elle a pas évolué, tout ça, elle a pas appris tout, l'éveil, machin, nanana, elle est au tout début, alors que si ça se trouve elle a déjà fait tout ce qui était éveil, elle en avait ras-le-bol. Ça fait 5 milliards d'années qu'elle fait tout l'éveil, et là elle se dit stop, je me pose et je vais faire ça. Mais nous, de notre point de vue humain, on va dire, elle est toute jeune, puisqu'elle ne sait pas. Donc voilà, notre vision terrestre sur les choses est erronée. Et il faut enregistrer ça. On n'a pas la vérité de tous les principes de ce qui se passe. Avec tout ce que je vous dis sur les concepts de Seth, vous voyez à quel point c'est compliqué, c'est complexe, et que tout est intriqué les uns avec les autres. Et donc chapitre par chapitre, il avance certains concepts. Quand on essaye de tous les avoir en mémoire, en tête et de les rationaliser, le cerveau ne peut pas. On voit bien qu'on est limité. On est limité par notre corporalité. Donc voilà, annoncer des choses comme ça aux personnes, je trouve que c'est les tromper, c'est pas honnête. Donc c'est pas très cool, je suis pas trop favorable à ça. Voilà, c'est mon point de vue. Après, vous pouvez tout à fait y adhérer et me dire que c'est des excellentes personnes qui savent tout, surtout sur l'âme, etc. Mais je ne pense pas. Voilà. Je pense qu'ils sont limités par cette ligne de temps, ces notions de temporalité. Et puis, quand je vois qu'il y a lien karmique et tout ça, voilà. Vous savez ce que j'en pense de cette notion de karma, comment ça a été traduit en Occident et comment ça a été déformé. Donc voilà, je vais pas me répéter, quand bien même tout est cyclique. Alors maintenant, si je reviens à ce chapitre, Seth nous explique pourquoi toutes les actions en fait probables sont autant valides. C'est parce que au niveau du fonctionnement en fait de ce que l'on est, humain, tout acte est d'abord mental. Donc à partir du moment que le cerveau a imaginé une action ou une non-action, celle-ci prend validité. Celle-ci prend validité et est valable même si elle ne prend pas en fait matière devant vous. Alors ça c'est absolument un principe quantique, le chat de Schrödinger, il est vivant et mort en même temps, jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte et qu'on constate. Donc c'est exactement un principe quantique. Donc il revient sur cette notion en fait de physique quantique, que tout est valable et que tout acte ou non-acte a une validité à partir du moment où c'est mental, puisque la pensée est créatrice. On imagine que c'est parce que notre corps fait qu'on s'est mis en mouvement que ça prend acte, alors qu'il y a beaucoup de choses qui prennent acte au-delà, dans les énergies. Il suffit juste de voir, si vous êtes énergéticien et que vous travaillez dans les énergies, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent
au-delà de vos actes dans les énergies. Vous pouvez très bien envoyer de l'amour à quelqu'un à distance et pourtant vous n'êtes pas allé vous déplacer pour le serrer dans ses bras et pourtant il le ressent. Donc il y a des choses aussi qui passent comme ça. Donc à partir du moment où il y a une intention, où il y a une pensée, ça prend forme quelque part. Et vous voyez, j'avais déjà cette notion-là en étant enfant où je me disais, d'ailleurs on m'a toujours pris pour une illuminée à cause de ça, où je disais, mais à partir du moment où un humain l'a pensé, c'est que ça existe. Et du coup on dit, bah non, il y a quelqu'un qui a pensé une licorne, les licornes n'existent pas. Ben si, à partir du moment où ça a été pensé, ça a été imaginé par un humain, ça prend forme quelque part. Et vous voyez, cette valide ce que je disais déjà toute petite, où on me prenait pour une tarée. Bon, il n'y a pas que ça que je disais petite, où on me prenait pour une tarée. Il y avait aussi cette notion d'univers. Quand on m'avait enseigné le Big Bang début-fin, j'étais là, je fais début-fin qu'est-ce que c'est que ce début-fin pour l'univers? Et moi j'étais là, je disais aux autres, mais l'univers, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il est infini. C'est l'éternité. J'avais déjà cette notion-là et on me regardait et fait, bah si, il y a un début, il y a une fin, il y a le Big Bang, blablabla. Ouais, alors là, c'est le point de vue terrestre humain. C'est à l'échelle humaine. Mais à l'échelle de ce qui est, j'avais pas cette notion-là. Et vous voyez, ça prend sens aujourd'hui. Maintenant que je suis adulte, je lis les livres de Seth, je me dis, waouh, j'avais déjà ces concepts-là. Comme quoi, quand on est petit, on est vachement plus proche de notre vérité, parce que je vais pas dire la vérité, mais de notre vérité que quand on grandit en fait. Quand on grandit, on apprend des choses avec l'environnement, l'école, les influences, les personnes, tout ça, qui nous éloignent en fait de notre vérité intérieure. C'est des expérimentations pour nous ramener à notre vérité intérieure, à ce qu'on sait déjà intrinsèquement à l'intérieur de nous. Donc je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ma vérité intérieure, que vous pouvez valider ou non, puisque vous aussi vous avez votre propre vérité intérieure. D'ailleurs vous avez aussi votre propre réalité. J'ai failli dire ça, mais en fait c'est la même chose, vérité, réalité. Effectivement vous avez votre propre vérité intérieure et vous avez votre propre réalité autour de vous, puisque ce sont les acteurs qui vous montrent ce qui est à l'intérieur de vous et comment ça joue. Et on s'aperçoit, plus on avance dans ces concepts-là, et moins on en sait sur ce qui est. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu humble, dire moi je sais tout sur l'âme, je peux déterminer son âge, je peux te dire les liens karmiques, je peux te dire combien t'as d'incarnations. Ouais, bah la personne elle peut vous raconter ce qu'elle veut. Je sais pas, elle vous regarde, elle vous dit bah t'as 3 milliards de réincarnations. Comment vous allez prouver que c'est vrai, c'est faux? Est-ce que vous allez valider ou pas cette information? Comment vous déterminez cette information? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que ça vous apporte de savoir que vous avez 3 milliards d'incarnations? Sachant qu'en plus c'est cyclique, alors vous savez même pas où vous en êtes dans le cycle, est-ce que vous êtes à la première, à la numéro 10, à la numéro 3 milliards? Qu'est-ce que vous faites de cette info? Quelle est l'utilité d'ailleurs de cette info? Si vous vous éloignez un petit peu et que vous vous dites c'est l'éternité, c'est l'infini, qu'est-ce que vous faites de cette info? Bah pas grand-chose en fait dans votre vie là actuellement. Qu'est-ce que ça vous apporte comme info de vous dire bah vous avez 3 milliards d'incarnations? Ouais, ok, c'est cool. Bah ça veut dire que vous pouvez vous connecter à 3 milliards donc d'énergie d'individus, sachant qu'en plus chacun a créé différentes réalités de par ses choix, donc c'est 3 milliards multipliés par des milliards à l'infini. Donc ouais, bah c'est cool. Bah du coup, voilà, super info. Je sais pas trop ce que vous pouvez en faire et je sais pas trop à quoi ça sert dans votre vie actuelle. Par contre, vous connectez à certaines vies, certaines énergies et travailler avec. Là, pour la problématique de maintenant, de ce que vous êtes en train de vous questionner, là c'est intéressant. Enfin moi je trouve ça intéressant. Par contre, savoir que j'ai eu autant de vies, de toute façon je l'ai vu, la file. J'ai vu la file d'incarnation et je me suis dit waouh, on est autant que ça. Et donc je voyais les visages de ceux que j'ai rencontrés. Et je ne voyais pas les visages des autres. À savoir qui était là avant, après, sur une échelle de temps, effectivement, ce monsieur de 1513, je ne sais pas pourquoi j'ai cette date d'ailleurs en tête. Faut que j'aille creuser qu'est-ce qui s'est passé en 1513 dans l'histoire terrestre.
Si jamais il fait partie en plus de cette temporalité, parce que si en plus il fait partie d'une autre ligne de temps, j'aurais que des choses erronées. Hein. Il faut se rappeler qu'il y a autant de passés probables que de futurs probables, donc forcément, est-ce qu'il est sur cette ligne de temps je ne saurais dire. J'ai l'impression que oui, mais je ne saurais dire. Donc, ce monsieur de 1513, c'est hyper intéressant de s'être connecté à lui et d'avoir reçu cette information, parce que lui, là, au moment où il était dans son présent, dans son instant T, il choisissait en fait d'être guérisseur et de le faire. Moi, j'ai commencé le Reiki Usui. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai commencé le Reiki Usui et que lui, c'est une de mes incarnations d'après et que du coup, il choisit d'incarner vraiment ce guérisseur qu'il est grâce à ce que j'ai appris là? Ou est-ce que c'est parce que lui était guérisseur à ce moment-là que moi, du coup, j'ai reçu cette info de c'est bon, tu peux utiliser l'énergétique? Les deux événements, si vous voulez, se sont passés au même moment. Quand moi, j'ai appris le Reiki, il a choisi d'incarner pleinement ce rôle de guérisseur. C'était un choix qu'il a fait en conscience au moment où moi, j'ai fait ce choix en conscience. Si vous voulez, les deux événements se sont effectués au même instant. Donc vous dire qui a influencé l'autre, qui était là avant, mais c'est exactement la même histoire de qui vient avant, la poule ou l'œuf. Et avec ces petites notions qu'on se donne, vous voyez cette information de qu'est-ce qui est venu avant, la poule ou l'œuf? Les deux. Eh bien, avec ce genre de phrase qu'on se lègue, on se lègue des apprentissages derrière. Il y a des apprentissages forts derrière toutes ces petites phrases qui nous semblent, qui nous paraissent parfois anodines. Il y a des concepts derrière, comme qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ça, je l'ai entendu pendant mes études au lycée. J'avais absolument pas du tout cette notion de concept. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est difficile à déterminer. Par contre, chacun peut se connecter à sa vérité. Et donc, la vérité, c'est la validité de l'ensemble des vérités de chaque individu. Mais ça, j'aurais pas pu le comprendre à cette époque-là, au lycée. Je le comprends maintenant, je vous explique ce concept maintenant. Parce que j'ai conscientisé les choses, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai mûri, là dans ma personnalité. Je parle au niveau de temporalité de ma personnalité terrestre. Et donc, voilà comment j'envisage la vérité. La vérité, c'est l'ensemble des vérités de chaque individu. Et là, on se dit après, qui a tort, qui a raison? Vous voyez que personne n'a tort, personne n'a raison. Et c'est hyper fort. Enfin, moi, je trouve ça hyper fort. Mais voilà, c'est un concept philosophique. Alors du coup, l'épisode peut peut-être vous paraître décousu, parce que du coup, je saute entre mes pensées et entre Seth, et je vous donne des exemples, j'essaie de clarifier les choses, parfois je me répète. Donc ça peut vous sembler décousu, partir dans tous les sens. Mais vous voyez un petit peu, c'est le fil de ma pensée. Ma pensée est comme ça. Et du coup, quand j'entends, je partage avec des personnes qui sont TDA ou TDAH, qui m'expliquent en fait leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement, et qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression parfois de me rapprocher en fait de ce mode de fonctionnement. Donc je me posais la question, ah mince, est-ce que moi aussi je suis TDA, HPI 10 Parce que HPI 10, j'ai été diagnostiquée, mais pas TDA, donc je me dis, est-ce que je suis... Et en fait, on s'en fiche que je sois TDA ou pas, que je sois diagnostiquée ou pas, 10, machin. En fait, peu importe, ça, ce sont des étiquettes. Et au final, on s'en fout. Ça serait s'enfermer encore dans quelque chose. Désolée, je suis un peu vulgaire en disant on s'en fout. On s'en moque. Mais ça sera encore s'enfermer dans quelque chose. Et justement, j'aimerais que les personnes arrêtent de se coller des étiquettes et de s'enfermer dans quelque chose en se disant je suis comme ça. Il suffit juste de comprendre son mode de fonctionnement, de comprendre que c'est absolument ok d'avoir cette façon de penser en arborescence qui part dans tous les sens, et que c'est absolument ok de se faire des nœuds au cerveau. Vous voyez, quand je partage mes épisodes, rien n'est écrit. Je me laisse porter par les choses, vous voyez que ça peut partir dans tous les sens, je peux même me contredire, c'est la multipolarité de la pensée, c'est absolument ok. Et c'est pas mal de faire en plus comme ça sous forme d'épisodes de podcast, parce que je pose les choses quelque part et je peux y revenir, réécouter, avoir une autre compréhension. Donc ça me sert aussi à ça de support. Et donc vous êtes un peu les témoins du fil de ma pensée. Donc si ça vous paraît décousu,
ça ne l'est pas. Et je pense au contraire qu'il y a même une structuration quelque part qui est au-delà de ce que l'humain encore peut envisager, parce que je touche des concepts qui vont au-delà en fait de ce que l'on peut conceptualiser. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, un concept conceptualisé, mais enfin, vous m'avez compris. Et donc, Seth, dans tous ses choix et non-choix, il nous explique qu'on a du mal à envisager que tout acte mentaux, s'ils ne prennent pas en fait en réalité dans un événement physique, pour nous, ils sont pas valides. Et c'est ce que je vous disais avec le choix d'arrêter d'être professeur ou pas. Il y a une autre partie de moi qui est toujours professeur. Et en plus, j'arrive à me connecter en plus à cette partie-là dans les rêves où je rêve de ce qu'elle fait. Enfin, de ce que je fais. Et donc, nous, on s'imagine qu'il n'y a que notre trame, il n'y a que ce que l'on est en train de vivre qui est réel. On n'imagine pas que l'ensemble est réel et que tout a une validité, les uns autant que les autres. Et à partir du moment où on arrive en fait à un peu conceptualiser tout ça, on comprend à quel point l'âme, en fait, n'est pas mesurable. C'est ce que je vous disais, on ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier tout ça. Vous imaginez que tout ce qui porte une conscience a des actes, des pensées qui prennent après des actes dans des événements physiques ou des actes mentaux seulement, tout ça a une validité. Donc vous imaginez un petit peu pourquoi je vous parle d'infini face à l'âme. Elle est tout ça en même temps. C'est ça la conscience. C'est cette notion d'infinité. Mais effectivement, si on s'intéresse à l'humain là où il en est à l'instant T, on peut mesurer quelque chose. Mais si on s'intéresse à l'âme, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas mesurer. C'est au-delà de ce que l'on peut concevoir. Et du coup, je vous lis ce petit passage parce que c'est ce qu'il explique. On peut d'ailleurs décrire l'âme comme un acte multidimensionnel infini, dont chaque infime probabilité est, quelque part, conduite jusqu'à l'existence et la réalisation. Comme un acte de création infinie qui crée des dimensions infinies, lui permettant de s'accomplir. Donc effectivement, nous, on est dans cette incarnation terrestre, dans ce monde que l'on appelle 3D. Comme j'ai fait l'expérience de la trame, du coup je prends des pincettes dans ce que je dis pour être bien comprise. On est dans ce monde 3D et on s'imagine que tout ce que l'on voit autour de nous en fait est réel et qu'il n'y a que cette existence-là. On a du mal à envisager que tout ce que l'on pense est réel aussi ailleurs. On a du mal à l'envisager. Donc c'est vrai que si on commence à s'ouvrir à tout ça, on voit le champ de l'infini, parce que la pensée est illimitée. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je pense que ce qui limite la pensée, c'est le manque de vocabulaire. Donc ce qui fait que l'appauvrissement de la langue, de l'enseignement de la langue qui est actuellement, ça appauvrit la pensée, et ce qui fait que ça va limiter encore plus les personnes dans leur corporalité et vont les éloigner de leur conscience et de leur capacité infinie. Et c'est là en fait où est tout le danger, parce que ça va les rendre un peu zombies, et c'est là où on peut créer en fait une société d'obédience, où tout le monde écoute et tout le monde suit aveuglément. Et c'est ce que j'ai un peu l'impression, ce qui est en train d'essayer quelque part de se faire. Est-ce que je vais utiliser plutôt le jeu, est-ce que je vais bifurquer vers cette réalité-là ou pas? Je ne sais pas encore, j'aimerais pas. J'aimerais pas être vers cette uniformisation de la pensée. Je pense que d'ailleurs avec ma pensée, ça pourrait pas, ça pourrait pas matcher. Et à savoir que, quelque part, cette réalité a déjà pris existence. Cette réalité d'obédience parce qu'il y a quand même cette énergie-là où on veut tendre vers ça, et on voit qu'il y a une autre énergie qui veut tendre. Donc on est entre les deux. Entre les deux, il y a tout le panel de possibilités et de probabilités. C'est ça en fait que Seth veut un peu essayer de nous faire comprendre, c'est que tout ce que vous envisagez prend forme quelque part. Même si vous n'avez pas dans votre réalité physique, là à l'instant T où vous en êtes, de résultats physiques probants qui vous prouvent leur validité. Ça n'enlève en rien leur existence et leur validité. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses, ce n'est pas parce que vous ne les vivez pas que ça n'existe pas. Ça revient un peu avec quand on parle de question de foi. C'est pas une question de religion, c'est une question de voir au-delà de soi, au-delà de ce qui est tangible et matériel. Croire à l'invisible, c'est une question de foi.
Je ne pourrais pas vous prouver que l'invisible existe si vous ne sautez pas le pas dans l'invisible. Et alors pourquoi Seth nous partage ce concept? C'est pour que l'on comprenne notre potentialité de créativité. C'est impossible, en fait, il nous dit, c'est impossible qu'un être soit stérile, qu'une idée meure ou qu'une capacité ne s'accomplisse pas. Ça va forcément prendre forme quelque part. Donc ça montre à quel point l'humain est créateur. On l'entend tout le temps, mais on a du mal à le comprendre comment on peut être à ce point-là créateur. Mais c'est ce que je vous disais quand j'affirmais ça quand j'étais petite, que si un humain l'a imaginé, l'a rêvé, l'a pensé, ça prend forme quelque part. Ben c'est exactement ça. Et du coup, ça montre à quel point vous êtes des êtres illimités. Donc c'est pour ça que vous quantifier, c'est impossible. Vous êtes infini. Vous êtes cette part divine créatrice de l'infini. Alors pour ces notions en fait de Dieu probable, ce qu'il entend par là, c'est la source. La source, cette conscience universelle qui nous a tous créés. Donc là, il le détermine dans tout ce qui est. Donc tout ce qui est, il faut l'envisager comme quelque chose qui n'est pas fini. Donc ni début ni fin. On est toujours dans quelque chose en construction, en mouvement, sur cette notion d'éternité. Donc c'est pas tout à fait simple à comprendre. On se dit forcément, il y a forcément un début à cette conscience. On a du mal à envisager qu'il n'y a pas de début. Donc tout ce qui est, si vous voulez, c'est Dieu probable. C'est comme les humains probables, hein. Il y en a autant d'infini. Mais il définit ces dieux probables comme une partie de ce qu'on pourrait appeler l'âme ou l'identité de tout ce qui est. Ce qui fait que c'est pas contradictoire d'être monothéiste et polythéiste. Alors que pourtant, pour vous, c'est un paradoxe. Vous allez me dire, bah non, on peut pas croire à un seul Dieu et en même temps plusieurs. Si, parce que d'après comment il nous le définit, ça revient à dire qu'il y a cette source et toutes ces divinités auxquelles je me connecte, Isis, Anubis, Sekhmet, les guides, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, sont une partie de cette source. Ils font partie de cette source. Cette source les a créés pour rentrer en fait en communication, si vous voulez. C'est un intermédiaire entre la source et nous, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse dialoguer, pour se relier à. Et c'est pour ça que j'ai cette conviction, donc là encore je pourrais pas vous le prouver non plus, hein, que le Reiki Usui que j'utilise, cette source d'énergie d'amour universel, vient de la source. J'en suis persuadée. Elle n'est pas rattachée à un égrégore négatif comme il y en a qui peuvent le décrire. Et ce Reiki-là existe, hein, de cet égrégore négatif, et ça découle de mauvaises choses, parce qu'on s'est relié en fait à cette mauvaise branche, on va dire. Et encore, mauvaise, je vais dire, dans la conception humaine, hein, terrestre, de ce que l'on en fait. Mais moi, je suis persuadée que je suis connectée à la source. J'en suis sûre. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Mais du coup, quand vous venez apprendre, vous savez que je connais en fait l'origine. Je ne peux pas vous prouver que ça vient de là, mais je connais l'origine. Beaucoup disent, oui, il y a plein de gens qui utilisent le Reiki, mais ne savent pas l'origine. Si, j'en suis sûre, je sais d'où ça vient. Ça vient de l'amour universel de la source. C'est ce qui coule à travers moi, pour vous rejoindre. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'envisage pas les choses autrement. Est-ce que c'est mieux, moins bien C'est une expérimentation que je fais et que je peux vous faire vivre. Après, c'est à vous de déterminer si vous avez envie de le vivre. C'est juste une question de choix, encore une fois. Et donc, les humains, c'est nous qui avons créé ces dieux probables, par nos pensées et nos désirs, puisque c'est nous qui avons ce pouvoir créateur. Mais qui nous a donné ce pouvoir créateur? Cette source, cette conscience universelle. Et cette conscience universelle, elle connaît toutes les consciences. Et elle connaît toutes ces parties de ces moi probables, donc ces SES, de ces moi probables que nous avons créés. Elle a conscience de ça, elle sait. Elle sait tout ça. Elle sait que les humains sont créateurs et ont besoin en fait de ça pour se relier à, pour communiquer avec. Encore une fois, on parle d'énergie. Et même chose, là, donc j'apprends le Kimen, donc c'est un principe taoïste, en plus du druidisme, parce que le druidisme utilise beaucoup de concepts taoïstes aussi. Hein. Donc tout est lié en fait. Hein. On a l'impression que ces choses sont séparées, mais tout est lié et ça prend sens et forme. Et donc mon maître taoïste nous a expliqué qu'on se connecte à une énergie pour les déités avec lesquelles on travaille.
Et si vous voulez, ces déités, ce sont juste des énergies auxquelles on se connecte. Mais dans ces principes chinois, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conceptualisé, matérialisé de façon figurative ces énergies pour que les humains aient un affect, un lien, une reliance avec ces déités qui du coup sont proches de nous, puisqu'elles ont une forme, une figuration quelque part. Donc ça crée ce sentiment de lien d'appartenance pour qu'on puisse se relier à, se connecter à cette forme d'énergie. Et donc si vous voulez, la conscience universelle, la source, a cette notion-là. Elle sait que les humains ont besoin de faire figurer les choses pour pouvoir se relier à et avoir un affect. Isis n'est qu'une énergie. Isis, on l'a conceptualisée comme une femme, avec des ailes. On l'a représentée comme ça. Anubis n'est qu'une énergie. On l'a représentée de façon figurative comme un homme avec une tête de chacal. On l'a conceptualisé comme ça. Et donc on a fait ça avec beaucoup d'énergie, beaucoup de divinité pour pouvoir créer ce lien, cette reliance. Parce qu'effectivement, si je vous dis connectez-vous à une énergie et reliez-vous à, c'est un peu plus compliqué que si je vous dis connectez-vous à Isis. Vous voyez tout de suite la figuration, la divinité que vous mettez derrière. Il y a une reliance. Vous voyez, il y a ce côté affect. Ça crée des émotions, des sentiments chez vous. Que vous rejetez ou pas, hein, d'ailleurs, hein, cette divinité. Que vous y croyez ou non. Mais vous voyez, il y a cette notion-là. Les humains ont besoin de faire figurer les choses pour pouvoir se relier. Et donc, c'est ce qui nous expliquait notre maître taoïste, les déités. On en a une représentation et on a besoin de cette représentation pour pouvoir créer encore plus de liens avec. Et donc, il nous a expliqué que quand on allait voir justement cette déité, quand elle va se présenter à nous, eh bien, on va pouvoir l'incorporer en fait dans nos énergies à nous pour créer cette reliance. Elle va se présenter à nous sous une forme qui peut être comprise par nous humains. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre les énergies avec lesquelles on travaille. Ils s'adaptent à nos modes de communication pour pouvoir être compris. Donc là, je vous rappelle en fait d'autres chapitres de lecture de 7 où il nous avait expliqué ça, que dans les modes de communication, il y a cette adaptation pour être compris. Si vous voulez être compris par quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, vous allez imager, vous allez lui envoyer des images pour qu'il comprenne, vous allez dessiner, vous allez lui montrer, vous allez conceptualiser, vous allez faire de la figuration pour qu'il puisse comprendre, puisque le langage, la communication n'est pas la même. C'est le même principe. Et alors dans cette notion de multivers, j'aime bien utiliser cette notion de multivers qui vient des Avengers. Je trouve que Marvel développe quand même pas mal de concepts. D'ailleurs, là, dans les études taoïstes que je fais, on parle de Doctor Strange, qui avait quand même ces principes d'ouvrir des portails, passer par des portes et tout. C'est ce que je fais dans le Kimen, donc je trouve ça excellent. Il y a quand même beaucoup de concepts qui sont développés dans ce qui nous paraît imaginaire au cinéma. Et donc, dans cette notion de multivers, si vous voulez, vous n'avez pas moins d'importance qu'un autre vous probable. Et c'est pas parce que on fait tous partie de la même âme, de la même identité, qu'on n'a pas chacun notre libre arbitre et que ça nous enlève en fait notre pouvoir créateur, notre pouvoir d'ailleurs créateur illimité. On est tous valides, même si on est tous que des fragmentations probables de ce que l'âme est venue expérimenter. Et du coup, on pourrait se dire qu'effectivement on n'a pas beaucoup d'importance, puisque on est vraiment qu'une infime partie de toutes ces probabilités qui existent. S'il y a le monde infini, forcément on n'est rien, quoi. On est un grain de sable. Mais pourtant, il faut qu'on comprenne que on n'en a pas moins d'importance, de réalité et de validité que les autres. Et les autres non plus n'ont pas moins d'importance que votre validité. On est interconnectés et on est à la fois indépendant et libre de chaque pensée, de chaque création, de ce qu'on va faire. Ça n'enlève en rien. Mais c'est vrai que je crois que je m'interroge toujours, je sais plus si je m'étais répondu à moi-même sur ça. Je m'interroge sur l'importance du présent, puisque vous voyez, on peut modeler aussi nos souvenirs. C'est ce que je vous ai expliqué. On peut se dire, non, ça s'est déroulé comme ci, comme ça. Si j'avais fait ci, ça serait déroulé comme ci, comme ça, et ça va prendre forme quelque part et une certaine validité. Donc on se dit parfois à quoi bon le présent,
puisqu'on peut tout modeler comme on veut. Donc c'est vrai que je m'interroge encore sur cette notion en fait de quel est l'intérêt de vivre ma vie. Alors c'est pas une question dans le sens où il faut que j'arrête ma vie, ça n'a aucun intérêt. C'est dans un sens un peu plus métaphysique où je me dis quel est l'intérêt en fait de mes actions ou de mes non-actions qui du coup prennent réalité aussi. Quel est l'intérêt de tout ça en fait? Parce que je pense que ça doit me dépasser, ça doit dépasser la conscience de ma personnalité. Vu que c'est au-delà, que c'est au niveau de l'âme que ça se joue, c'est pour son évolution à elle. Mais du coup je dis ok, c'est pour son évolution à elle, mais quel est mon intérêt à moi? J'ai un peu l'impression d'être une marionnette pour l'âme. En gros, elle m'a jeté là dans la gueule du loup et elle fait vas-y démerde-toi et moi j'apprends. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà, je m'interroge en fait sur l'intérêt de vivre les choses puisque de toute façon, tout est déjà un peu fait. En plus avec cette notion quantique, tout est déjà fait, que c'est pas encore fait, que c'est déjà réalisé. Et on peut pas vraiment changer les choses qui sont, puisque de toute façon tout se déroulera comme ça doit se dérouler. Donc voilà, je me pose encore la question de quel intérêt. Et en même temps, je vais vous dire que ça a un intérêt de vivre cet instant présent parce que vous êtes valide en tant que personne, vous existez et que vous avez le droit d'exister et de vivre comme vous avez envie. Vous voyez à quel point ça fait la multipolarité de la pensée? Ça n'a aucun intérêt et ça a de l'intérêt. J'ai les deux en fait qui se confrontent. Donc voilà, peut-être encore un autre concept qui me dépasse pour l'instant où je n'ai pas encore la réponse pour ma vérité, pour mon apprentissage quoi. Voilà. Vous voyez à quel point on peut faire des nœuds à son cerveau et à quel point j'en fais. Donc à savoir qu'on peut se connecter à ces différents plans énergétiques du coup que l'on a créés, donc différentes réalités, lignes parallèles comme vous voulez, vie parallèle. On peut se connecter, être en connexion avec ces autres moi probables pour en tirer des informations dont on a besoin ici et qui peuvent donner sens aussi. Et donc parfois ça arrive d'avoir ces interconnexions et donc je me demande si c'est pas ces impressions en fait de déjà vu. On a ces impressions de déjà vu, d'avoir déjà vécu cet événement parce qu'effectivement on s'est connecté, c'est une hypothèse, on s'est connecté à cette autre ligne de temps et on se dit ah mais j'ai déjà vécu l'événement parce qu'effectivement l'autre a déjà vécu l'événement. Voilà, je me dis ça peut peut-être venir de là en fait, c'est déjà vu. Il y a un avertissement un peu intéressant que je vous partage de Seth. C'est qu'il nous dit que parfois, en fait, s'attarder sur des aspects malheureux du passé que l'on a connus, c'est pas forcément judicieux, parce que certaines parties du moi probable peuvent être encore impliquées dans ce passé. Et du coup, il dit se concentrer en fait sur ces aspects peut augmenter les points de fuite. Donc ce qu'il appelle point de fuite, c'est quand on a ces connexions avec ces autres moi probables, et qui influence ici, mais c'est comme une pulsion qui vient en dehors de nous, on ne sait pas pourquoi. Donc il prend comme exemple, vous n'êtes pas du tout musicien et d'un coup vous dites « faut que je m'achète un violon » et vous allez pouvoir l'acheter. Et vous savez pas d'où ça vient, mais c'est parce que dans une autre vie vous êtes violoniste. Et donc il dit ça peut augmenter en fait ces points de fuite et ces interconnexions un peu incontrôlées si on s'y attarde. Et le fait aussi de remonter comme ça sur des mauvais événements. Pourtant, c'est ce qu'on fait tous pour comprendre un peu les événements qui nous sont arrivés et pour les transcender. C'est un peu le principe d'un accompagnement bien-être. Il dit parfois c'est pas judicieux parce que on partage en fait une toile de fond avec tous ces moi probables qui ont jailli de cette situation. Si vous voulez, vous avez vécu un mauvais événement et vous en êtes relevé, mais vous apercevez que vous en êtes relevé, mais vous avez des situations répétitives quand même dans votre vie et vous aimeriez bien comprendre et vous voyez que c'est ça ce point d'origine. Donc vous aimeriez bien le transcender. Mais en faisant ça, en allant se connecter à ce point, vous vous connectez à tous ces autres moi probables où il y en a peut-être un qui du coup l'a super mal vécu et encore en phase de dépression, tout ça, vous allez se connecter à cette énergie-là aussi. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est pas forcément judicieux parce que l'autre n'a pas encore peut-être fini de cheminer. Et donc revenir en arrière, faut être prudent sur du coup ces événements malheureux qui nous sont arrivés. Faut être prudent parce que on peut bifurquer en fait sur cette autre réalité et ça peut avoir un impact sur nous. Je prends un exemple, quand j'étais avec ce pervers narcissique, j'ai pensé à mettre fin à ma vie. Dans une autre réalité, j'ai mis fin à ma vie.
Donc effectivement, j'ai cette information énergétique de quelque part, je suis morte. Et je suis morte effectivement dans cette autre réalité. Mais là, je suis toujours là. Et donc, j'arrive à sentir, du coup, ces deux choses en même temps. Je suis vivante et je suis morte. Ça fait encore un peu le Schrödinger. J'arrive à sentir les deux et j'arrive à conceptualiser les deux, mais c'est peut-être pas faisable par tout le monde. Tout le monde n'est peut-être pas capable de se connecter à je suis morte et de ressentir cette énergie de je suis morte, j'ai mis fin, stop. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pas forcément judicieux parce que vous n'êtes pas forcément prêt à vous connecter à tous ces moi probables qui, eux, sont encore intriqués dans cette situation. Et il faut pouvoir regarder d'un peu plus loin en se disant c'est ok. Il y a le moi qui est toujours dans cette situation et qui le vit très mal, il y a le moi qui est mort, et il y a le moi d'aujourd'hui, et d'avoir toutes ces vibrations en même temps. Vous voyez, il faut pouvoir le gérer. Je l'interprète comme ça. Je comprends ce passage-là comme ça. Voilà, c'est une petite parenthèse pour vous prévenir en fait de ce qui peut aussi se jouer à l'intérieur de vous quand vous vous connectez à d'autres vous probables. Vous dire que ils sont peut-être plus forcément dans ce plan aussi, donc il faut pouvoir le gérer. Et c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi. C'est juste que c'est une expérimentation, une expérience pas commune, on va dire. Et donc il en revient sur ces événements passés que parfois vous décidez de changer en fait. Quand on change ce passé dans son esprit, on peut le faire, c'est ce que je vous ai expliqué. En fait, on change ses effets en fait dans notre présent, mais aussi du coup ça a un impact sur nous, mais aussi tous les autres moi probables. Donc voilà, il faut bien penser que chaque acte a une conséquence. C'est là où d'ailleurs je pourrais parler de karma. Là, dans ces cas-là, je serais d'accord. En disant que l'acte, puisque karma c'est action, l'action que vous faites va avoir une incidence sur les effets de votre vie maintenant, parce que vous allez dire, j'ai soigné cette blessure, je l'ai transcendée, mais du coup aussi tous les autres moi probables, vous allez avoir une incidence aussi sur eux. Ils vont recevoir cette information, parce qu'on est tous interconnectés. Il faut avoir conscience en fait de ça. Ça n'empêche en rien leur libre arbitre et leur validité, mais du coup, énergétiquement, il y a une information qui passe aussi aux autres. Donc vous pouvez faire le choix en conscience en disant c'est bien, je vais apporter du meilleur à tout le monde. Mais voilà, pour le moi qui a décidé d'en finir, il a décidé d'en finir et même si vous avez envie de changer cet événement, pour lui ça ne changera pas vraiment sa trame et il en a vraiment décidé d'en finir et vous aurez cette information-là. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que j'essaye de développer et de vous expliquer? J'espère. Et c'est là, quand en plus vous changez cette situation, vous affectez aussi tous les acteurs de cette situation. Donc il y a aussi vos moi probables, mais aussi tous les acteurs. Il y a tout ça qui va se mettre en mouvement. Donc il faut avoir conscience de ces choses-là. Et c'est là où ça répond à cet événement particulier que j'ai vécu, où dans mon enfance, j'ai subi un événement traumatique d'une personne. Je me suis réveillée un matin à 2h du matin, je lui ai pardonné à ce moment-là et tout était libéré. Ça s'est fait. La personne, ça faisait... alors c'était dans mon enfance... je vais prendre à peu près... je vais prendre 15 ans où je n'avais pas parlé, donc on va dire maintenant j'ai 42. Du coup, 42 moins 15, ça fait 27 ans, on va dire à peu près 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas côtoyé, parlé, vu, communiqué, tout ce que vous voulez. 2h du matin, je lui pardonne. 6h du matin, j'ai un message via mon Insta pro, la personne qui veut reprendre contact. Waouh. Vous imaginez 30 ans que je n'ai pas de communication avec cette personne, je lui pardonne à 2h du matin, à 6h, elle veut reprendre contact. Vous voyez à quel point tout ce que vous faites pour vous-même, même si c'est pour votre bien-être là, à l'instant T, parce que pardonner c'était pour mon bien-être, ça a une incidence sur les autres personnes. Bon, du coup, cette personne, j'ai de l'empathie pour elle, malgré ce que j'ai vécu, parce qu'elle n'est pas bien. Là, c'était non, au secours, elle n'est pas bien, donc voilà. Mais je fais non, moi, ma personnalité là maintenant, elle est bien, elle a pardonné, c'est cool. Donc voilà, tant pis, tu iras bien avec d'autres personnes que moi. Donc choix purement égoïste de me protéger. Donc je vous dis pas de ne pas faire les choses parce que vous voyez, ça peut vous faire du bien et puis vous sauver la vie.
Mais c'est d'en prendre conscience et de le faire ce choix en conscience. Moi, j'ai fait le choix en conscience d'être égoïste et de sauver ma peau et de ne pas re-rentrer en contact avec cette personne qui peut du coup être encore néfaste et pour ma santé mentale et physique. Il y avait les deux, hein. Donc j'ai fait le choix de me protéger. Et du coup, faire le choix de me protéger, ça a été un choix en conscience. Et j'ai de l'empathie pour cette pauvre personne qui est en train de couler, qui est rejetée par tout le monde, blablabla. Mais en même temps, c'est la suite logique, je trouve, de ces actes en faisant du mal aux autres. On ne peut pas créer du lien avec ces personnes avec qui on a fait du mal. Moi-même, j'ai fait du mal à d'autres personnes. Je ne pense pas que je peux maintenant créer du lien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé pardon dans les énergies à ces personnes-là et j'ai envoyé cette info. Donc cette personne-là le prendra ou pas. En tout cas, voilà, je lui ai demandé pardon et voilà. Mais je ne reviendrai pas de façon intrusive parce que il n'y a pas lieu d'être. Puis je trouverais ça un peu bizarre. Et ça serait nourrir en fait ma culpabilité. Enfin, moi je le vois comme ça. Mais voilà, vous voyez, parfois il y a des choses qui passent énergétiquement. Le fait, vous, d'avancer sur votre problématique et de la transcender, ça a une influence sur les autres. La personne, je ne sais pas si vous imaginez, 2h du matin, je pardonne, il y a tout qui est libéré. 6h du matin, elle m'écrit, au bout de 30 ans. C'est complètement dingue. Vous voyez, c'est un peu ce qui nous explique, Seth. Donc c'est pas pour vous dire que c'est mauvais ou c'est bien. Il faut juste avoir conscience que vous allez avoir une influence non seulement sur vous-même, donc pour votre bien-être, ça vous fait du bien, mais du coup, ça a une incidence sur l'autre qui va pas bien, quoi. Clairement, il est plus en train de vous pomper votre énergie. Donc c'est cool pour vous. C'est un peu moins cool pour l'autre. Donc on peut avoir aussi de l'empathie, de la compassion pour cette pauvre autre personne qui, du coup, perd sa source d'énergie vampirisante, quoi. Voilà un exemple, je pense, qui peut peut-être un peu vous expliquer ce concept qu'il a développé. Je vous avais prévenu que l'épisode allait être long. Une autre chose intéressante, que je trouve intéressante, c'est que les molécules et les atomes, en fait, ils gardent une connaissance des formes par lesquelles ils sont passés. Ça veut dire que dans les énergies, on peut se connecter à toutes ces réalités passées probables. Ce qui fait que ça rejoint à pourquoi il y a des personnes qui disent venir de l'Atlantide, on n'a pas de traces, parce que c'est une autre réalité de ligne de temps, de probabilité. On se connecte à cette énergie, on reçoit les informations, mais pourtant c'est pas là, on n'a pas de traces. Pourtant, ça n'enlève en rien la validité. Bon, il y en a, ils vont dire si, ça enlève la validité, parce que si on n'a pas une trace physique, ça n'existe pas. Mais justement, ce que Seth essaye de nous expliquer, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de trace physique que ça n'a pas existé. C'est un concept, Et donc, dans les énergies, c'est là où vous pouvez aussi faire l'expérimentation de tout. Et c'est pour ça, en plus, que je vous dis aussi qu'il n'y a pas ces notions de temporalité, parce que, prenons un exemple. Dans une cérémonie chamanique, on ouvre un espace-temps, on ouvre un vortex où il se passe des choses, il y a ces informations. Vous avez participé à cette cérémonie. À n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez vous reconnecter à cet événement pour bénéficier de ce qu'il y avait comme apprentissage au moment de cet événement et avoir une autre compréhension, avoir un autre apprentissage, recevoir d'autres informations. Vous pouvez y aller à n'importe quel temps. Ce moment existe sur votre ligne de temps en étant le passé, mais vous pouvez vous y connecter et revivre l'événement pour apprendre encore autre chose, à n'importe quel moment. Mais c'est ça avec tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand on dit le temps est linéaire, ce qui est passé, si c'était vraiment comme ça, linéaire, et ce qui est passé, on ne pourrait pas se connecter à. Ça serait impossible, puisque ça n'existe plus. Ça n'a plus de réalité, ça n'a plus de validité. C'est ça, en fait, quand on parle de passé, présent, futur. Le passé est passé, il est révolu, on ne peut plus s'y connecter. C'est ce qu'on met derrière. Alors que si, justement, on arrive à se connecter à cet événement, à bénéficier des énergies et à pouvoir vivre autrement, réapprendre des choses, avoir une nouvelle compréhension, c'est que cet événement existe toujours, il est valide. C'est pour ça que je vous dis que le passé révolu, c'est pas possible dans ma conceptualisation des choses. Mais effectivement, si vous avez cette notion de passé révolu, alors oui, vous ne pouvez pas vous connecter à un événement passé pour en tirer d'autres informations, d'autres apprentissages pour vous maintenant. Effectivement. Mais du coup, c'est un travail que vous ne pouvez pas faire.
Donc après, effectivement, vous n'accordez aucun crédit à l'hypnose régressive, etc. Toutes ces méthodes-là, pour vous, elles sont fausses et erronées, puisque le passé n'existe plus. Et donc même chose, si vous n'envisagez pas plusieurs passés probables et ce multiverse, effectivement, vous vous connectez à rien. Vous êtes uniquement focalisé dans la matière. C'est votre vérité. Il faut juste comprendre que c'est votre vérité. Mais alors du coup, il faut comprendre qu'il y a d'autres vérités, et donc les vérités de chacun composent la vérité. Et alors même chose, quand il nous explique un petit peu cette notion d'atome, faut pas oublier, c'est que quand le scientifique explore en fait les caractéristiques de l'atome se manifeste à lui à l'intérieur de notre système, comme c'est là maintenant. Donc il n'a pas vraiment la nature profonde de l'atome. En fait, si vous voulez, sa réalité supérieure. Ça nous échappe parce que nous, on est dans notre système. Et dans notre système, on dit, l'atome, il est comme ci, comme ça. On le décrit dans notre système parce qu'il prend cette forme-là pour être compris ici. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire ? Si vous voulez, on a créé notre réalité-là de matière comme ça, en disant, voilà, la plus petite partie molécule, c'est l'atome et tout ça. Seulement, il y a d'autres dimensions qui ne sont pas faits de matière. Et pourtant, cet atome va prendre une existence, puisqu'il est vibratoire, il est dans toutes les dimensions en même temps. Donc dans cet univers de non-matière, il aura aussi une existence, mais sous une autre forme qui ne sera pas de matière. Et là, nous ne pourrons pas nous le mesurer, puisque nous sommes dans une réalité de matière où on ne peut que se baser sur nos principes scientifiques terrestres ici. Si vous voulez, les concepts terrestres physiques ici que l'on met en place sont valides ici, dans notre réalité terrestre, comme la conception, par exemple, du temps. Le temps ici, effectivement, existe sur Terre. Pourtant, je vous ai dit, le temps n'existe pas, il n'est pas linéaire, tout ça. Mais ici, sur Terre, c'est le cas. Vous voyez, les deux vérités coexistent. Donc ici, c'est le cas, on a codifié notre temps, on lui a donné une existence, et donc comme on lui a donné une existence, il a sa réalité, son existence, mais ici. Si on sort de ce champ, de ce plan, et qu'on passe au niveau de l'autre plan non matériel, le temps n'existe plus. Il n'y a plus ces concepts-là qui s'appliquent. C'est là où justement il y a la physique quantique. Et c'est là où parfois on me dit « Ah mais alors, du coup, tu ne crois pas au temps ?» Si, il existe, mais là, sur Terre. C'est une conceptualisation qu'on a eu besoin pour pouvoir déterminer une journée, une semaine, un mois, une année, pour pouvoir compter, pour pouvoir mesurer. Mais c'est mesurable dans une réalité physique de matière. Dans une réalité de non-matière, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de validité, si vous voulez, ça n'a plus de réalité. Pourtant, est-ce que le temps n'existe pas ? Bah si, il existe ici. Ça n'enlève en rien sa validité. Mais dans l'autre plan, il n'existe pas, il n'a pas de validité. Est-ce que vous voyez un peu le concept ? Donc du coup, nous, quand on regarde en fait la matière, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe ici. La matière, la non-matière, donc la matière, le vide. On imagine qu'il n'y a que ça. Dans notre système. Mais dans d'autres systèmes, il y a d'autres formes d'univers créés. Je ne sais pas comment mieux déterminer ça. Et il nous dit que si vous voulez, le spectre de la matière fonctionne un peu comme le spectre de la lumière, où on a différents spectres de la lumière, infrarouge, ultraviolet, tout ça. Pour la matière, c'est la même chose. Seulement nous, là où on en est humain dans notre univers, on ne peut que calculer une certaine partie parce qu'on a codifié notre réalité comme ça. On est limité dans cette réalité qu'on a codifiée et on doit tous s'entendre sur les codes. Sur ces codes pour qu'il y ait une validité de tous qu'on vive ensemble. Donc on s'est créé cette codification. Si on n'était pas tous d'accord sur la codification, ça serait le bins total. Nous ne vivrions pas sur le même mode en fait. Nous ne serions pas ensemble. On a besoin en fait de cette codification commune pour pouvoir nous entendre et encore une fois pour pouvoir communiquer ensemble, vivre ensemble. Si on n'a pas cette codification conjointe, on ne peut pas être sur le même plan et on ne peut pas communiquer les uns avec les autres. C'est ce que font les atomes
pour pouvoir en fait être compris aussi par nous, dans notre système. Ils vont prendre cette forme, cette apparence, cette réalité physique quelque part, pour être compris, pour être mesurés dans notre système. Et alors, c'est là où les choses sont bien faites, parce qu'en plus, notre conscience est capable de lire cette codification de la réalité et de l'interpréter pour donner forme à ces informations qu'elle perçoit. Ça, c'est de la physique quantique. On n'est entouré que d'informations énergétiques, et c'est notre conscience qui lit ces informations et qui dit « Ah bah tiens, en face de moi, j'ai un verre. Il est transparent, tout ça, il a telle caractéristique, tout ça, il a telle conception, il a telle forme, et tout ça. » C'est notre conscience qui lui donne forme. Mais au final, c'est juste une information énergétique qu'on lit. Bah, c'est la même chose pour tout. C'est ce qu'il essaye de nous expliquer, de nous faire comprendre. Donc vous voyez, à chaque fois dans les concepts développés dans les lectures de Seth, vous comprenez à quel point notre cerveau est hyper limité et que on est loin de saisir l'immensité de nos capacités et l'immensité de ce qui est. On peut approcher chaque notion, chaque concept, mais c'est comme si on les effleure du bout des doigts, vous voyez. À partir du moment où on l'intègre à nos cellules et on les vibre, là on peut comprendre ce que c'est. Mais même moi, il y a beaucoup de concepts là que je vous partage de Seth, que je comprends d'une manière mentale, mais que je ne vibre pas encore à l'intérieur. Donc j'ai pas encore vraiment compris. J'ai pas encore intégré toutes les choses. Cette idée de codification de tout ce qui nous entoure, ça j'ai fait l'expérimentation. Du coup là je le vibre, je l'ai intégré dans mes cellules. Mais il y a plein d'autres concepts que je n'ai pas forcément encore intégrés. Et je pense qu'il nous faut beaucoup plus d'une vie pour pouvoir intégrer tout ça et comprendre tout ça. Et je pense même que ça sera même au-delà, dans l'autre plan, quand on sera un petit peu moins limité par notre corporalité ici aussi. Et donc le fait que l'on puisse communiquer comme ça avec toutes ces réalités possibles probables, eh ben c'est parce que il faut comprendre que l'atome se trouve dans toutes ces réalités possibles probables sous différentes formes selon la codification de chaque dimension, et que du coup c'est un peu lui l'émetteur, le transmetteur de toutes ces informations. Et nous sommes constitués de quoi? Que d'atomes. Vous comprenez un peu comment ça marche, ce système de communication, du coup? Donc effectivement, il y a des systèmes qui se rapprochent d'une autre, toutes nos réalités parallèles, où finalement la société est très proche d'une autre, c'est juste un petit choix qui a fait qu'on a changé quelque chose dans notre vie, mais du coup c'est une réalité très proche. On va en comprendre la codification et les messages beaucoup plus facilement qu'une réalité par exemple de non-matière où on ne peut pas envisager que les choses prennent vie et soient valides sous la forme de non-matière, de non-existence, que sous forme d'idées, de concepts et de pensées. Donc là, on aura peut-être plus de mal à entrer en communication, en relation avec ce genre d'univers. Mais c'est faisable aussi. C'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Et c'est ce que j'essaye modestement de vous transmettre. Et aussi, encore une autre idée intéressante développée par Seth, c'est que dans des systèmes en fait qui sont complètement éloignés du nôtre, on peut avoir une incidence sur ces mondes-là en imaginant que pour eux, par exemple, des milliards d'années seraient comme une seconde de notre temps. Donc ce qui fait que nous, on aurait l'impression que ça a duré une fraction de seconde, c'est le présent, mais pour eux, pour cette autre forme de vie, on va dire, il y aurait eu des milliards d'années qui se sont passées, et donc comme nous, c'est une fraction de seconde, on reçoit cette information, on peut se connecter à cette énergie, et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui a duré quelque part des milliards d'années. Pourtant, il n'y a pas d'existence ici, parce que c'était qu'une fraction de seconde. Donc vous voyez à quel point on est très loin de comprendre tout ce qui est intriqué les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, il utilise l'image en disant c'est comme si que c'était l'image d'un œil dans un œil, dans un œil, dans un œil, répété à l'infini. Il y avait un peu ce concept-là qui a été développé de manière un peu plus simple dans Men in Black. Vous savez, quand il y a l'univers qui est dans le collier du chat, il y a toute une galaxie et tout ça qui est dans le collier du chat, donc il y a des êtres qui vivent là. Et finalement, notre univers est dans une bille que d'autres utilisent pour jouer. Vous voyez, en plus, tout est intriqué comme ça,
avec des formes de dimensions de vie qui sont très éloignées de nous et qu'on ne peut pas conceptualiser. C'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc voilà, on s'aperçoit que là, j'ai essayé de vous partager plusieurs idées, plusieurs concepts métaphysiques de 7 qui sont assez complexes. Et donc forcément, cet épisode est un peu long, mais voilà, prenez les informations comme elles viennent, comme elles résonnent, et puis voilà, prenez juste les informations. On est infiniment rien, petit, et en même temps tout, et ça n'enlève pas notre valeur. Et c'est la même chose pour toute forme de vie et de conscience, même si nous, de façon matérielle, on ne les conceptualise pas. Ça n'enlève en rien leur validité. Mais c'est vrai que en lisant les lectures de 7, j'arrive à comprendre pourquoi certaines personnes ont des informations, des notions qui sont complètement éloignées de ce qu'on nous vit et de notre réalité, où on se dit c'est pas possible, pourquoi ils ont cette notion d'une civilisation qui a existé, on n'a pas de traces. Ça peut expliquer tout ça. Donc voilà, prenez les informations comme ça résonne, comme ça vous va. Je vous remercie infiniment pour votre écoute parce que là l'épisode est un peu long. Je crois que c'est un des plus longs que j'ai fait. Mais c'était important que je partage ça aujourd'hui, notamment avec cette notion de lecture d'âme, où on peut dater, donner un âge à une âme. Alors là, c'est un concept un peu erroné et un peu éloigné de ce qui est. Mais après, effectivement, si on s'arrête en tant qu'humain à l'instant T, on peut se dire, ouais, c'est comme ça, si on reste dans un concept terrestre humain avec un temps linéaire. Mais quand on s'éloigne au-delà et qu'on est vraiment au niveau de l'âme, on peut pas, en fait, valider ce genre d'informations. En tout cas, je ne peux pas valider ce genre d'informations, c'est trop éloigné de ma vérité. On va dire ça comme ça. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain chapitre. Et prenez le temps d'écouter, de réécouter les épisodes. N'hésitez pas à faire des pauses même dans les épisodes, surtout quand ils sont longs comme ça. Parce qu'effectivement, quand on a mon type de pensée qui part dans tous les sens, je comprends que parfois ça peut être difficile à suivre, surtout pour le temps que j'ai mis là à partager les informations et les apprentissages avec vous. Je vous dis à bientôt et je vous envoie, comme toujours, toutes mes amitiés. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran si vous êtes sur votre PC et vous retrouvez le lien directement en dessous dans la description ainsi que toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre, prendre rendez-vous ou encore partager, faire vos demandes, vos questionnements. Si jamais vous avez envie que j'aborde un sujet pour un épisode, n'hésitez pas à me faire votre retour ou tout simplement en laissant un commentaire juste en dessous. Likez, partagez, ça me fait toujours plaisir quand j'ai un retour. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.